Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch. Et moi-même, Bruno Lalonde, nous sommes à Montréal le 22 mars 2023. Depuis quelques vidéos, nous avons été faire un petit tour du côté des libraires, en fait d'un anthropologue de la bibliophilie, d'un collectionneur rendu fou par la possession de livres rares. Mais il y a une chose qui est extrêmement frappante pour qui est dans le milieu depuis longtemps et qui cherche, comme si c'était le loup blanc, les libraires qui écrivent. Mais les libraires, ils écrivent. Alors je vais vous montrer un certain nombre de leurs publications. Et si pour les écrivains, leurs livres, au fond, c'est leur véritable biographie, avouée, non avouée, autorisée ou pas, les libraires, eux, ce qu'ils publient, ce sont des catalogues. Et ici, j'ai une boîte pleine de catalogues, dont la plupart sont québécois. Ça mérite d'être souligné parce que ça témoigne aussi d'une vitalité qu'on ne pourrait pas soupçonner. Certains d'entre eux ont 50 ans d'âge. D'autres sont plus récents. Et même, je n'ai pas exploré de fond en comble ce carton. Je me suis contenté de le parcourir vitement, étant donné que je m'en suis porté acquéreur il y a quelques jours à peine. Et c'était destiné aussi, il faut bien le dire, c'était destiné à la poubelle. La personne me disait, écoutez, de toute façon, ça s'en va à la récupération. Est-ce que vous êtes intéressé à les prendre? Oui. D'abord, ce sont là, dans ce carton, bon nombre de mes confrères. Certains d'entre eux, je les ai connus. Certains d'entre eux, je les ai à peine connus. Quant au catalogue aujourd'hui, l'importance des catalogues, elle est tout aussi importante que du temps où ces gens-là en établissaient un. Sauf qu'avec l'Internet, eh bien, les catalogues se sont multipliés à l'infini. Et en fait, il y a des recoupements. On peut dire que même les catalogues, ils sont devenus rhizomiques. Ça veut dire qu'ils font des embranchements. Ils permutent. Et il y a des recoupements. Et aussi, il y a des libraires, certains libraires, qui affichent des prix insensés. Mais il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que les chasseurs d'aubaines sur le net sont en mouvement de manière permanente. Par exemple, sur Marketplace, le nouveau, en fait pas si nouveau, mais le service qu'offre Facebook, les collectionneurs ont des alertes. Alors, ils sont prévenus dès qu'un ouvrage est mis, ou un sujet, dès qu'il est mis en vente, dès qu'un ouvrage sur un sujet qui les intéresse est mis en vente, ils sont immédiatement alertés. Alors, comme ça, il y a tout un tas de gens, sans doute au Québec plusieurs centaines, sans doute en Europe, ou en tout cas en France, quelques milliers, qui ne font que cela. Ils corrigent les erreurs d'évaluation des libraires, soit des libraires amateurs. Quant aux libraires professionnels, évidemment, ils en font beaucoup moins. Mais ne pas faire d'erreur, ça peut être aussi une erreur. Parce que le chasseur d'aubaine, c'est une chasse. Il aime bien, parfois, trouver des aubaines de la part d'un libraire professionnel. Et aussi, les libraires ne peuvent pas couvrir tout le champ d'expertise. Alors forcément, il y a des libraires spécialisés dans le 17e siècle, dans le 18e siècle. Pour eux, le catalogue virtuel Internet existe également. Mais pour leurs très bons clients,
ils vont leur offrir un catalogue luxueux, un catalogue sur papier glacé, un bel objet, qui leur coûte assez cher à produire, mais étant donné les livres qu'ils proposent à la vente, quand on a un catalogue comme celui que j'ai pu observer consacré à Marcel Proust, reçu il y a quelques semaines, le printemps Proust, oui, alors quel printemps, il faut sortir son chéquier, hein, c'est un printemps coûteux. Ce catalogue-là vaut des millions de dollars. Et il y a des acheteurs, parce que Proust, en bibliophilie, ça cartonne sévère. Mais le libraire amateur, l'erreur qu'il pourrait faire, c'est se comparer aux plus grands libraires et se mettre à ce niveau-là. Et l'autre erreur qu'il peut faire aussi, mais cette erreur-là ne reste pas longtemps, c'est offrir un livre très en dessous de sa valeur et que le livre est fort recherché. Cette connaissance du marché, c'est une connaissance sensible, c'est une connaissance de terrain. Autrement dit, il faut avoir vu beaucoup de livres. Il m'est arrivé d'entendre chez des gens qui ne connaissaient absolument rien aux livres, s'imaginer que les livres qu'ils avaient en leur possession valaient une fortune, et l'argument que j'entendais souvent, c'est « Je n'avais jamais vu ce livre-là ». Sous-texte, je ne vois jamais de livre. Parce que n'avoir jamais vu de livre, quand en fait on n'en voit jamais, c'est sûr que celui qui va apparaître sous nos yeux va être paré de toutes les qualités de la rareté. Mais moi, ce qui m'intriguait, alors je vais vous montrer des catalogues, je vais peut-être pouvoir vous parler de certains d'entre eux, brièvement. Je ne vais pas faire la nomenclature et la chronologie de tous les libraires québécois et montréalais qui sont apparus dans les 50 dernières années. Il y en a un, cependant, que je voudrais mentionner. Peut-être que c'est Michel Villeneuve. Michel Villeneuve, qui est un libraire de Québec, qui a été pendant des années membre de notre confrérie, membre aussi du pendant canadien et peut-être de la Lila également, a fait ce métier sans doute depuis sa petite vingtaine. Il doit s'approcher des 45 ans, 47 ans, libraire. Et il prend sa retraite là, dans les prochains mois. Et je tiens à le saluer. Et lui, il avait établi le catalogue consacré aux ouvrages canadiens et québécois, les Laurentiana, le Canadiana et le Laurentiana, avait établi un catalogue fort recherché. Mais là, nous parlons du temps d'avant l'Internet. Et ce catalogue-là, bien fait, très bien fait, il le proposait à la vente et tous les chercheurs de livres rares canadiens, canadiens-français, l'achetaient, se le procuraient. Et lorsqu'on voulait vérifier un prix d'un ouvrage, on consultait le Villeneuve. Alors, ce qui est la consécration. Consacrer un catalogue établi, un compendium, en fait, plus qu'un catalogue, parce que, à proprement parler, il ne proposait pas les livres qui étaient dans son compendium. C'était une anthologie de prix, avec un cliché, en tout cas, des prix de... Je pense que son compendium, il l'a créé aux alentours de 96 ou 95. Bon, oui, Internet était... On en était au balbutiement d'Internet, mais on travaillait encore avec des catalogues. Et les libraires professionnels ont toujours recherché les catalogues des autres libraires. Une source de renseignements extrêmement précieuse. Non pas simplement pour la valeur économique d'un livre, la valeur financière d'un livre, mais pour observer les fluctuations. Alors, si on prend un catalogue avec des prix colligés en 1960
et on retrouve chez un libraire 40 ans plus tard un certain nombre de titres proposés dans le premier, on peut voir l'évolution du prix. Alors, il y a une mesure ici qui est offerte par d'autres libraires, la mesure du prix. Et dans ce domaine, il y a des livres qui sont très recherchés, il y a des périodes historiques qui sont très recherchées, et d'autres qui tombent en déshérence. On ne sait pas trop tel auteur, tel historien, ou telle monographie d'artistes importants. Tout le monde le recherchait, et puis, 20 ans plus tard, ça n'intéresse plus personne. Et d'autres, qui n'intéressaient pas grand gens, sont recherchés maintenant. Alors, les catalogues des autres libraires sont en quelque sorte des bornes d'indication sur une tendance. Et lorsqu'on dispose de beaucoup de catalogues sur une longue période, on peut observer le temps long de l'évolution. Alors oui, tous les libraires ont toujours été friands de ces catalogues. Il y a l'évolution des prix et il y a aussi ce qu'on peut observer, c'est-à-dire le professionnalisme des uns. Certains vont se contenter de descriptions sommaires, correctes, mais qui ne sont pas faites selon les règles de l'art. Mais encore là, il faut établir deux distinctions. Il y a certains livres qui ne méritent pas tant de détails au niveau de la description de l'ouvrage. D'autres, on ne ménagera pas. On ne ménagera pas ses efforts pour offrir la description qui est à la fois la plus exhaustive, la plus précise, et surtout celle qui fait le plus envie. Parce que dans le vocabulaire de la bibliophilie, il y a des trouvailles absolument extraordinaires. Et surtout dans la description des reliures et du papier. Les reliures, c'est un art en soi, l'art de la reliure. Et plusieurs dizaines de vidéos ne suffiraient pas à épuiser le sujet. D'autant que certains relieurs sont de véritables artistes et certains collectionneurs ne recherchent que les ouvrages reliés par certains relieurs, qui ont atteint, qui sont devenus dans leur art des sommités. L'art de la reliure, il y aurait long à dire. Je ne m'aventurerai pas ce soir sur ce terrain. Peut-être que j'y viendrai. Mais c'est un art que je maîtrise mal. Dont je maîtrise mal à la fois le langage et à la fois l'expertise. Alors, je ne vais pas faire semblant d'avoir une expertise que je n'ai pas. Ce serait pas sympathique pour ceux qui la possèdent vraiment. J'ai d'autres expertises, mais celle-ci, je ne la maîtrise pas suffisamment pour vous donner un cours de reliure, par exemple. Oui, j'ai des lumières sur c'est quoi une reliure, comment on décrit une reliure, les grands noms de la reliure. Mais disons, en cette matière, on va dire j'ai une bonne culture générale, mais ça ne ferait pas de moi un expert de la question. Ce dont je me garderai bien, par respect pour les véritables experts. Et pour ceux qui écoutent mes petites vidéos. Bon. Mais ce qui m'intriguait avant que je vous montre quelques-uns des catalogues qui sont sous mes yeux, et c'est une question qui n'a jamais cessé de me tarauder. Pourquoi y a-t-il si peu de libraires qui écrivent? Les mémoires, par exemple, des libraires, elles sont extrêmement rares. Très peu de libraires se sont donné la peine de raconter leur vie, leur métier, et rien n'est plus fascinant que les histoires de métier. Peu importe le métier. Les gens, à part l'amour et le travail, je pense que ce sont là les deux sujets de préoccupation les plus qu'un être humain peut avoir. Bon, après, il y a des choses un petit peu emmerdantes, mais
le travail, c'est d'abord la première chose qui... Sans travail, on est foutu, n'est-ce pas? Sans place dans notre société, on ne peut pas exister, ou à peu près pas. Et l'amour, eh bien évidemment, va sans dire que c'est le deuxième sujet. Bon, après, il y a les sous-sujets, l'argent, le sexe, la famille, mais tout ça, j'aurais envie de dire, c'est presque secondaire. Évidemment, si vous n'avez pas de travail, c'est possible que vous n'ayez pas beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est possible que vous n'ayez pas beaucoup d'amour non plus. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup de travail, vous n'avez pas beaucoup d'amour, c'est possible que finalement, il ne vous reste pas grand-chose dans la vie. À part peut-être une boîte de catalogue. Mais encore là, faudrait pas que votre vie se résume à un carton de catalogue. Comme dit Françoise Bugeaud, le catalogue des solitudes. Cette poète, Françoise Bugeaud. Donc, je m'égare un peu, mais c'est quelque chose qui me chicote depuis très très longtemps. Bon, en France, oui, il y a eu Sylvia Beach qui a écrit un livre de mémoire où elle raconte surtout comment elle a souffert en publiant Ulysse de James Joyce. Il y a Adrienne Monnier, qui elle a écrit quelques livres, qui sont aujourd'hui fort recherchés. Sans doute, les écrivains qui fréquentaient son échoppe seraient étonnés de se retrouver au purgatoire, et tandis qu'Adrienne Monnier est régulièrement rééditée et les études qui lui sont consacrées se multiplient. C'était des figures importantes, mais des figures marginalisées, si on veut. Alors, le libraire, dans la chaîne du livre, et en fait, pour toute la chaîne du livre, là, de livre neuf, ils sont vus comme un mal nécessaire, au fond. Si tout le monde pouvait s'en passer, tout le monde s'en réjouirait. Mais on ne peut pas se passer de libraire. Alors, on continue de les endurer. Et beaucoup jugent que le prix, les libraires au Québec prennent 40% d'un livre vendu. Beaucoup jugent ce chiffre excessif. Mais la profitabilité, je pense que ça ne dépasse pas les 1%, ou peut-être même moins que ça. Alors, c'est un commerce qui fait très peu de profit. Et le 40% que le libraire va prélever sur la vente du livre, après ça, il y a tous les coûts afférents à son activité. Location de local, assurance, électricité, main-d'œuvre, bon, j'en oublie. Mais bref, il est bien souvent le dernier payé. Même au bout de la chaîne, il doit se retrouver avec lui et l'auteur, ils sont les derniers au bout de la chaîne, en fait. Et là, c'est la proximité entre les écrivains et les libraires. Proximité financière, j'entends. Car le libraire n'a pas le lustre dont va jouir certains auteurs et n'ont pas non plus le lustre de 2000 ans d'histoire derrière lui. 2000 ans d'histoire occidentale, disons. Ce qui est quand même pas rien. Et si on remonte à Sumer, c'est encore plus loin. Alors, au Québec, on va rester au Québec, ben, je connais 2 libraires qui ont écrit des choses. Le premier, c'est le plus connu d'entre tous, c'est Henri Tranquille. Le second, qui a écrit un petit livre de mémoire auquel j'ai pris un fort plaisir à lire, c'est Jean Gagnon. Jean Gagnon, libraire de Québec. À ma connaissance, ce sont les 2 seuls libraires où on peut dire qu'ils ont publié quelque chose. Alors, est-ce qu'un libraire, à force de voir des livres, à force de côtoyer les livres, juge qu'il n'a pas ce qu'il faut pour écrire des livres? Je ne le sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais je sais une chose, c'est que moi, je prétends que n'importe quel apprenti écrivain qui passerait 2 ans en librairie, à voir le nombre de nouveautés, à voir le roulement, à voir comment les presses rotatives crachent de l'encre de manière ininterrompue et
intempestivement, peut-être ses désirs d'écriture seraient douchés. Peut-être qu'il se dirait « Oh non, non, je ne vais pas rajouter un autre truc à cette mécanique infernale qui est la publication. » Alors peut-être que c'est ce que pensent les libraires. Mais enfin, personnellement, je raffole de ces textes, je les recherche, mais ils sont d'une extrême rareté. 2 libraires qui me viennent en tête dans les 60-70 dernières années au Québec, c'est peu. Si vous avez des noms à me suggérer, n'hésitez pas. Si vous avez des ouvrages à me conseiller, n'hésitez pas. Je serais ravi d'en prendre connaissance. Alors, je vais prendre, et comme j'ai évoqué devant vous Jean Gagnon, alors à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par lui en vous montrant ce catalogue. Je vais m'approcher. Alors, malheureusement, c'est un catalogue sans date, avec un numéro, le numéro 359. Et je ne vois aucune date. Alors, bon, je sais que ça doit être autour des années, milieu des années 70, d'après moi. Alors lui, ce qu'il faisait, Jean Gagnon, c'est que, ouais, catalogue numéro 359, ça m'apparaît assez incroyable qu'il ait pu en faire autant. Mais enfin. Alors, celui-ci, il divisait ça en 3 catégories. Canadiana, littérature française et littérature étrangère. Bon. Alors, je vais vous nommer quelques titres qu'il proposait avec les prix. Alors, les Canadiana, proprement parler. Eugène Achard, sous le pseudonyme de Lucien Riveraine. Le Corsaire aux gants de fer. Librairie Générale, 1947. C'est succinct comme description. Mais il proposait l'ouvrage à 3 $. Toujours du même, Achard. Les Northmen en Amérique. Les Vikings des grandes étapes, 2e édition. Librairie Générale. Cannes, oui ça. Cannes, dans les abréviations qu'il a choisies, c'est un Canadiana. Alors, et il le proposait à 6 $. L'Association canadienne canadienne-française d'éducation d'Ontario, congrès de février 1919, allocution, 20 pages, passage marqué. Ça, c'est inorthodoxe. Mais bon, on laisse ça 2 $. Charles Attala, le hijacking aérien chez le MEAC, 1973, 2,95 $. Alors pourquoi 2,95 $? Pourquoi les autres 6 $? Bon. On va aller voir. Je suis curieux de voir. Est-ce que ce catalogue-là, c'est simplement... Ouais, c'est ça. C'est en 3 parties. Littérature étrangère, qu'est-ce qu'on y trouvait? Dans la littérature étrangère. Karine Blixen, Le dîner de Babette, très bon livre d'ailleurs, porté au cinéma par Bergman, si je ne m'abuse. Et c'était devenu Le festin de Babette. C'est à vérifier, mais semble-t-il que c'est ça. Paru chez Gallimard en 1961, il le proposait à 3 $. Alfred Bock, Le Napoléon, nouvelle traduite de l'allemand, chez De La Salle, 1911. 3 $. Pierre Brodin, Les écrivains américains de l'entre-deux-guerres, paru chez Valiquette, maison d'édition québécoise, en 1945. 4 $. Dostoïevski, tenez, Journal d'un écrivain, texte traduit, présenté et annoté par Gustave Aucouturier, Bibliothèque de la Pléiade, 1972,
20 $. Alors, ici, on a... alors ça, c'est le premier de Jean Gagnon. Je vais vous en montrer comme ça en vrac. Là. Ici, on en a un deuxième de Jean Gagnon. Toujours pas de date. C'est le catalogue 302, celui-là. Et là, cette fois-ci, il a quand même jugé bon d'offrir un petit lexique d'abréviation. Alors, basane, cartonnage, ch, chagrin, con, conservé, couverture, mais ceci c'est pas fait selon les règles de l'art. Mais sans doute, Jean Gagnon devait juger que tout était parfait comme ça. Ici, un catalogue de Cherokee Bookshop à Hollywood Boulevard, à Hollywood, consacré à Old, Rare and Out-of-Print Books on the United States, the Civil War et Canada. Alors, c'est pour ça qu'il est là. Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que lui, The Dominion of Canada, on va aller voir, que proposait-il ce libraire californien? Canada and the Arctic. Ah oui, ça c'est intéressant. Comme par exemple, Thomas Chappet, Cours d'histoire du Canada, en 4 volumes, Québec, 1919, 32,50 $. Clark, The Earth of Gaspé, New York, 1913, 10 $. L'île percée, publié chez Yale, 1923, 17,50 $. De Colby, Snow Survivor, 1959, New York, 5 $. Polar de Croft, Polar Exploration avec map, 6,50 $. Beaucoup de livres sur le Canada, plusieurs pages. De Monroe, American Influence of Canadian Government, Toronto, 1929, 12,50 $. Crusader of New France, Yale, 1921, accompagné d'une carte, 5 $. Alors, vous voyez ça? On peut dire que le Cherokee Bookshop, c'est tout un nom de librairie. Cherokee Bookshop. Faut le faire. Vous voyez? Normand Hood, qui fréquentait de temps à autre ma librairie, son catalogue de 1981. Et lui, les descriptions sont extrêmement... Il n'y en a pas, en fait. Donc, sont moins que sommaires. Alors, on y trouvait, par exemple, Gaston Miron, L'homme rapaillé, 5 $. Michel Lenormand, La maison au Phlox, autographié, relié quand même, 18 $. Livre d'art, illustré, beau livre. Alors, Normand Hood, livre d'hier et d'aujourd'hui, sur la rue Saint-Georges, La Prairie. Alors, je vous le montre, tenez. Est-ce que non, je ne vous ai pas montré le Cherokee Bookshop. Tenez, je peux quand même pas vous priver de ça. Déjà, là, je vais vous montrer un autre catalogue, mais celui-là, ah ben lui, dans notre tribu de libraires, c'est une sorte de légende. Aujourd'hui, décédé, il y a quelques années.
Je le connaissais pas beaucoup, nous ne nous fréquentions pas, mais un homme assez particulier, Alfred Van Petegem. Et là, on est dans quelque chose d'autre. Lui, sa spécialité, alors il date de quand, ce catalogue-là? Bon, pas de date non plus, décidément. Alors, il y a une notice à l'intérieur nous disant que Bernard Hampman, la mort de Bernard Hampman, a eu comme suite la vente de l'Encan de Montréal et le déménagement de cette compagnie vers Toronto sous le nouveau nom de Canada Book Auction. En même temps que cette maison, nous avons tenu 2 encans spécialisés de livres à Montréal en mai 1979 et en mars 1980. Même si les résultats étaient encourageants, le manque d'assez bon matériel pour 2 maisons d'encans de livres nous ont fait abandonner le projet pour quelque temps. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvait, entre autres? Bon, lui, sa spécialité, c'était Canadiana et Americana. Oui. 1986. Je vais vous donner des exemples. Un exemple, en tout cas. Entre autres, oui, ça c'était, si je comprends bien, des estimations. C'était dans le cadre d'un encan dont sans doute Van Petegem était le commissaire-priseur. Alors, entre autres, ce qu'on y proposait cette année-là, Petition of Indian Chief. Alors, une pétition faite à Montréal en 1846. Pétition signée, entre autres, par le chef des Warriors, les Iroquois, les Algonquins et les Nipissing de Saint-Régy et autres places. Une lettre, une pétition adressée à Sa Majesté. Alors, les First Canadian Saints, la vie de Catherine Tekakwitha, une traduction iroquoise publiée chez Chapelot-Fils en 1876. Et ce sont des lettres édifiantes et curieuses préparées par l'abbé Kuok qui a fait, si ma mémoire est bonne, un dictionnaire, pas iroquois, mais il me semble un dictionnaire algonquin. Et ça a été publié en 1900, oui, je vous le disais, en 1876, et c'était estimé à entre 150 et 200 dollars. Alors, François-Xavier Marcoux, ici, a mis un point d'interrogation. Je serais bien incapable de vous lire toute la description en iroquois, c'est inimaginable, mais ça a été publié à Kanewake, qui s'appelait avant Caughnawaga, en 1903. Et ça, point d'interrogation, original, couverture, fine copy, dire impeccable. C'était estimé, c'est un livre de prière, oui, en Mohawk, en langue Mohawk. C'est la first edition, first print edition. Et ça, c'était estimé à 120 et 150 dollars. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir la langue iroquoise. En fait, langue iroquoise romanisée, va sans dire. Est-ce que vous voyez? De toute façon, vous pouvez faire un arrêt sur image. Si la tentation, est-ce que je vous ai bien montré ça? Si la tentation vous prend d'en savoir davantage,
Voyez, ça, c'est quelle année déjà? 86. Alors, je suis certain que les ouvrages que je vous ai mentionnés, eh ben, les prix ont déjà explosé depuis. Alors, Christie's Canada, with Montreal Book Auction, l'Encan des livres de Montréal, Rare Americana and Canadiana, en 69, au Ritz-Carlton, sur la rue Sherbrooke. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? Alors, là, il n'y a pas de prix. Et des descriptions assez laconiques. Par exemple, ouais, alors je vous le montre, tenez, je m'approche. Alors vous avez compris que cette maison a finalement déménagé suite au décès de Bernard Hartmann. Alors encore des catalogues d'Alfred von Peteghem. Certains d'entre eux quand ils agissaient comme commissaire-priseur. Alors ici, celui-ci, 1995, consacré Books and Pamphlets in Native Language, novembre 1995. Alors, des Bibles, une Bible par exemple, traduite en Ojibwe, Épîtres et Évangiles en sauteux, Québec, imprimerie franciscaine missionnaire, 1905. Le Bible and Old Testament en Chippewan, histoire de l'Ancien Testament raconté aux Montagnais par le père Laurent Le Goff, un oblat de Marie Immaculée, paru à Montréal en 1889 et il le proposait à 375 $. Une autre Bible en Inuktitut, publiée pour l'émission au Labrador en 1871. Il le proposait à 575 $. Une Bible en Ojibwe, une autre Bible en Ojibwe, une Bible et les psaumes en Micmac. Vous imaginez? En cri. C'est dingo de voir ça. Alors, Peteghem. Et ben voilà, mon confrère, François Côté, 1997, 1998, tenez, catalogue de François. Ça ressemble à un dessin de Kitty Bruno. Tenez que je vous montre à l'écran. Tenez, le catalogue de François Côté. Toujours en activité. Probablement l'un des... alors voici les expositions Flammarion de la Place des Arts, Émile Nelligan et son temps. François Côté, sans doute le meilleur évaluateur du Canada français. Salon du livre ancien, l'Université Concordia. François Côté toujours. Alors, c'est une longue série consacrée de catalogues fait par François Côté. McGill Université. Avis aux lecteurs. Département des livres rares et des collections spéciales. Bibliothèque de l'Université McGill. Absolument rien. C'est encore Alfred von Peteghem. Écoutez, peut-être je vais plutôt continuer demain. Peut-être si ça vous intéresse.
Alors, vous voyez ici, Montreal Book Auction, dans le camp des livres de Montréal. Some Highlight of the Season, 1970-1971. Quelques prix remarquables. Alors, pour vous donner un exemple, oui. Les relations des Jésuites. Ah oui. Le célèbre Paul le Jeune qui a vécu chez les Montagnais, paru à Paris en 1638, 900 Barthélemy Vimont, toujours des relations, 1640, 1641, 700 Vimont, Jérôme l'Allemand, les relations toujours, 1647, 1648, 750 Paul le Jeune, encore notre Paul le Jeune, 1662, 1000 Labrosse Jean-Baptiste, bon, je vous passe le Montagnais, publié à Québec en 1767. The first book printed in Montagnais, printed by the first printer in Québec, 460 Lapérouse, Jean-François Gallo de Lapérouse, Voyage de Lapérouse autour du monde, Paris, 650 Ici, Lewis Clark, la fameuse expédition. L'original journal, publié en 1804 à New York, 1904-1905, 7 volumes, 450 Vous imaginez? Ah oui. Alors, à l'intérieur, ce qu'on y trouve, que le journal de Louis Riel reste au Canada et il a été acquis par un Jean Réaume. Et donc, à l'intérieur, voilà, le journal de Louis Riel, le célèbre chef métis, l'une des plus grandes figures du monde autochtone à travers l'Amérique. Alors, vous voyez, moi, je l'ai même pas exploré. Je l'ai à peine exploré, cette boîte. Alors, je pense que je vais revenir demain. Je sais pas si c'est ennuyeux de voir tout ça, mais assurément, c'est toute une histoire. C'est l'histoire du... Au fond, voilà. C'était ça l'idée de la vidéo de ce soir. C'est que les libraires n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit, les libraires. Mais ils ont beaucoup, beaucoup publié. Et au fond, l'œuvre des libraires, c'est ça. C'est pas leur mémoire. Et d'une certaine manière, ces catalogues-là, ben, c'est leur biographie à eux. Alors voilà, on revient avec l'idée de base qu'au fond, eh bien, si les écrivains ont leur livre comme témoignage autobiographique, en fait, on ne parle jamais que de soi, même quand on parle des autres, surtout quand on parle des autres, eh bien, les libraires, eux, leur autobiographie, ce sont leurs catalogues. Je vais poursuivre demain, même si l'exercice peut sembler peut-être ennuyeux, mais on fait quand même une plongée. Hein. On fait une plongée dans l'histoire de la librairie, en fait, par un biais un peu étonnant. Certains de ces libraires-là ne sont plus parmi nous. Certains d'entre eux entrent, non pas dans le grand âge, mais prennent de l'âge, prennent de la bouteille en tout cas. Certains d'entre eux ont laissé des traces, ont laissé beaucoup de traces. Et il faudra bien faire l'histoire un jour de tous ces gens-là, comme Alfred Van Petegem, qui venait des Pays-Bas, qui est arrivé au Québec, je pense, à l'âge de 25 ans, et qui s'était pris d'amitié pour
pour le peuple québécois et qui s'était pris d'amour pour la culture canadienne-française et autochtone. Il en avait fait sa spécialité, pour ne nommer que lui, et que de personnages singuliers ont établi ces catalogues. Et quel univers aussi de collectionneurs, parce que on imagine bien comment ces collectionneurs ont fait plein de catalogues d'auteurs que je ne connais pas. Il y a des trucs européens aussi. Jeanne Lafitte à Marseille. Ah. Ouais, non, ça je vais nous garder ça pour demain. Il y aura des petites surprises là-dedans. Alors je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, et à demain pour de nouvelles aventures bibliophiliques.